On va échanger avec M. Stanislas Zézé sur le rôle de l'intelligence économique et de la notation financière dans le risque d'investissement en Afrique. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, M. Zézé a parlé un peu de la cartographie de risque d'investissement en Afrique francophone. M. Zézé, est-ce qu'on peut juste faire un petit récap en 2 minutes de votre présentation de ce matin, peut-être pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin? Alors, merci Alain. L'objectif de cette présentation ce matin, c'était de mettre en relief les forces et les faiblesses d'un environnement dans lequel on voudrait investir. Et donc, quand on parle de cartographie du risque d'investissement dans un pays, là on a parlé de l'Afrique francophone, dans c'est une zone, c'est de parler des opportunités et des risques potentiels. Et j'ai répondu à 3 questions qui en réalité résument ma présentation. 3 questions que se posent les investisseurs quand ils veulent investir. C'est quelle est l'opportunité d'investir? Pourquoi j'investirais dans pays X et pas pays Y? Quel est le retour sur investissement auquel je devrais m'attendre? Donc c'est la dynamique de l'économie et éventuellement la croissance de cette économie-là. Et quel est le risque que je prends de perdre mon capital? Donc les différents risques potentiels qui pourraient exister. Mais à la fin de la journée, ce que je dis également, c'est que justement, l'intelligence économique va permettre, donc cette intelligence économique, c'est toutes les informations que je vous ai données, va permettre donc d'identifier l'opportunité, d'identifier les risques potentiels, de mettre en place un mécanisme de contrôle de ces risques-là et un mécanisme de suivi de ces risques. Donc, la question, c'est pas de se dire, je peux pas investir dans cet environnement parce qu'il semble dangereux ou il semble risqué. En réalité, la question que vous posez, c'est comment j'investis dans cet environnement qui me semble risqué. Parce que vous avez justement tous les paramètres qui justement vous permettent d'évaluer le risque et d'évaluer les opportunités. Comme je dis, même dans des moments de guerre, il y en a qui investissent et qui ont des retours sur investissement. Et donc, dans une situation comme ça, votre investissement doit être adapté à l'environnement dans lequel vous voulez investir. Donc, vous allez changer votre modèle économique pour qu'il soit adapté à l'environnement dans lequel vous voulez investir. D'accord. Alors, il y a beaucoup peut-être qui découvrent cette notion d'intelligence économique. Ce matin, dans mon discours introductif, j'en parlais. Pour vous, c'est quoi l'intelligence économique et comment est-ce que cette intelligence économique-là peut aider les pays africains, peut aider les entreprises qui sont sur le continent africain? Alors, pour moi, l'intelligence économique, c'est tous les paramètres qualitatifs et quantitatifs qui vous permettent justement d'identifier un certain nombre de facteurs qui vous permettraient de prendre une décision réfléchie. Donc, la décision de faire quelque chose, que ce soit un investissement ou une politique publique, et ça vous donne aussi les leviers de pouvoir suivre cette décision quand vous l'implémentez. Quelles sont les conséquences de cette implémentation? Et elle est toujours suivie, cette intelligence économique, par une veille. Alain en parlait tout à l'heure. C'est un suivi. Comprenez que le risque n'est pas statique. Il évolue en fonction de l'environnement. Donc, votre capacité à pouvoir identifier ce risque à chaque étape de son évolution. Et donc, être, comme on dit toujours, comme on dit en anglais, être on top of the game. Donc, c'est toujours avoir les outils qui vous permettent de systématiquement contrôler le risque et le suivre. Alors, on parle d'intelligence économique, vous avez parlé des paramètres, on parle aussi d'outils. Il y a un outil aujourd'hui qui est imparable sur le continent africain, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, cet outil-là a du mal quand même à se mettre en place sur le continent africain. Pour vous, quels sont les freins? Alors, je crois que déjà, c'est important de comprendre que la ZLECAf, donc la zone de libre-échange que veut créer les pays africains, est une excellente chose. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pays africains ont pris conscience qu'ils sont peut-être, ils ont un continent de 54 pays, mais 54 pays fragiles individuellement, très fragiles. Donc, avoir une logique des marchés communs de 54 pays, au lieu d'avoir des marchés fragmentés, est une excellente chose. Quand vous êtes faible, la logique de grandeur prend tout son sens. Ceci dit,
il y a énormément de préalables à respecter avant de pouvoir avoir cette union sacrée et cette union de la ZLECAf. Première, je vous citais pêle-mêle juste quelques handicaps qu'il fallait lever avant. Vous parlez de libre-échange et donc de libre-échange, de libre circulation des marchandises et des personnes. Vous avez des visas à tout bout de champ. Je suis à Abidjan, on m'appelle aujourd'hui, on me dit « Stan, il y a une réunion demain après-midi à Douala, prends ton avion, tu viens, on va discuter d'un bon business. » Je ne peux pas, parce qu'il faut que je dépose mon passeport à l'ambassade pendant une semaine. Mais le temps que le visa sorte, la réunion elle a déjà eu lieu. C'est un problème africain? C'est un problème africain. Vous êtes en Europe ici, vous avez 0 visa pour aller de Belgique à Paris, à Londres. Donc on peut vous appeler aujourd'hui en Belgique. Demain vous êtes à Londres, vous faites votre réunion. La deuxième chose, les pays africains veulent faire du commerce entre eux. Mais ils commercent quoi entre eux? Ils ont tous, aucun d'eux ne transforme ses matières premières. Donc, si je vous vends mes matières premières, qu'est-ce que vous en faites? Vous me vendez vos matières premières, j'en fais quoi? Donc, déjà, pensez à transformer les économies avant de rentrer dans les échanges. La troisième chose, les monnaies africaines ne sont pas convertibles entre elles. Donc, vous dites que vous voulez faire du commerce entre vous pour justement renforcer le commerce que vous faites entre vous et au détriment du commerce que vous ferez avec le Nord, donc les pays développés. Mais vos monnaies ne sont pas convertibles. Je suis en Côte d'Ivoire, je veux acheter quelque chose au Ghana, je passe par le dollar. Je veux acheter quelque chose au Cameroun, je passe par l'euro. Enfin, je suis désolé, quoi. Je fais toujours du commerce avec eux. Donc, tous ces préalables-là, ça, je n'en ai cité que quelques-uns. Tant qu'ils ne sont pas levés, ce serait difficile. Et vous avez des marchés fragmentés, des marchés des capitaux fragmentés. Je suis en Côte d'Ivoire, je ne peux pas emprunter au Ghana. Je ne peux pas emprunter au Nigeria. Je ne peux pas emprunter au Cameroun, alors que j'ai la possibilité de 54 pays. Aujourd'hui, pour moi, l'Afrique devait être un seul marché des capitaux. L'idéal, ce serait un marché des capitaux dans 54 pays, dont les fonds sont mis ensemble sur une bourse, où, si je suis en Côte d'Ivoire, je peux lever sur ce marché de 54 pays, avec une seule monnaie. Une monnaie qui est une monnaie commune. Parce qu'aujourd'hui, au niveau où les pays africains, au niveau de retard accumulé par les pays africains, il est extrêmement important d'aller rapidement. C'est un manque de volonté politique? Bien sûr que c'est un manque de volonté politique, parce que tout le monde veut sa souveraineté. Et on estime que, alors qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans une logique de mutualisation. Vous avez, par exemple, des pays qui veulent avoir leur propre compagnie aérienne et ils ont 3 avions. Mais vous faites une compagnie aérienne avec 3 avions, il faut être sérieux. La mutualisation Air Afrique était un modèle extraordinaire. C'est pas le modèle qui était pas bon, c'est la gestion qui était pas bonne. Et donc, Air Afrique est tombé à cause de la gestion. Est-ce que la gestion fait pas partie du modèle, quelque part? Non. Le modèle, c'est différent. Le modèle, c'est de dire, on mutualise, on se met ensemble, nous sommes 20 pays, on met nos moyens ensemble pour acheter 100 avions, et on fait une compagnie aérienne qui est une vraie compagnie aérienne. OK? Maintenant, le mode de gestion, c'est le mode de gestion de gouvernance comme toutes les entreprises. Gestion rigoureuse. Air Afrique, vous avez un avion de 300 places. OK? Sur les 300 places, il y a que 60 qui ont payé un billet. Il y a un problème. Et les 240, c'est des billets gratuits qu'on a donnés. Et en plus, les 60 sont en classe éco, attention, hein, toutes les classes business, c'est gratuit. Donc, comment voulez-vous... c'est pas possible. Mais la mutualisation, ce serait la solution pour l'Afrique. Il faut mutualiser. Il faut sortir de cette logique de souveraineté. Mais vous réclamez une souveraineté pourquoi, en fait? La souveraineté, il faut avoir les moyens d'assumer la souveraineté. Vous n'en avez pas. Vous comptez sur la Banque mondiale, sur les FMI et tous les autres. Mais la souveraineté, c'est de ne même pas aller au FMI ou de ne même pas aller à la Banque mondiale. La souveraineté, c'est d'être capable d'être indépendant. La souveraineté, c'est une sorte d'indépendance, ou du moins l'indépendance consolide la souveraineté. D'accord. Avant de prendre 2 questions du public, j'aimerais que vous reveniez un peu sur le protectionnisme entre les différents pays africains. Un mot là-dessus. Alors, je pense que c'est dommage parce que
En Afrique, on devrait sortir de cette logique de protectionnisme. Je peux comprendre qu'on veuille protéger son économie, on peut protéger ses champions, tout ce qu'on veut, mais au stade du développement où les pays africains sont, le libéralisme économique, pour moi, est peut-être la solution. Vous savez, le libéralisme économique vous oblige à être compétitif. Et il faut mettre l'accent sur être compétitif. Donc, c'est-à-dire, joue mon économie en tant que pays, mais je veux que les PME et les entreprises de mon pays soient les plus compétitives. Et donc, ça vous oblige de mettre en place un écosystème qui permettrait de consolider ces entreprises locales-là. C'est pourquoi on parle de champions nationaux. La notion de champions nationaux, elle sort son, si vous voulez, son essence de ça. Vouloir rendre compétitifs vos propres entreprises dans une économie que vous estimez être une économie ouverte. Les gens iront plus dans une économie ouverte qu'ils iront dans une économie fermée et protégée, parce qu'ils ont plusieurs choix. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire est aussi dynamique? C'est pas parce qu'il y a forcément, les Ivoiriens font mieux les choses que les Togolais ou les Béninois ont plus d'opportunités, parce qu'ils ont décidé d'être un pays extrêmement libéral, donc ouvert à tout le monde. En Côte d'Ivoire, c'est pas votre nationalité qui détermine le business que vous allez faire, c'est ce que vous pouvez apporter. Maintenant, par contre, ce qu'ils font pas, c'est de renforcer leurs propres entreprises pour qu'elles soient suffisamment solides pour être les meilleures dans cette compétition-là. Donc, le protectionnisme, en réalité, je ne crois pas que ce soit ce qui va faire avancer les pays africains, parce qu'en réalité, ils sont tous à peu près au même niveau de développement. Donc, ils se protègent contre qui, en réalité? Et finalement, malheureusement, quand ils font du protectionnisme, c'est vis-à-vis des pays voisins et des pays africains, pas vis-à-vis des pays occidentaux, finalement, qui ont une facilité de rentrer, pendant que les pays africains n'ont pas de facilité d'entrer dans d'autres pays africains. D'accord. On va prendre deux questions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour M. Stanislas Zézé. En fait, on parle d'économie, on parle de gouvernance, on parle d'intelligence financière, mais chez nous, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il faudra contourner la gouvernance. Comment est-ce qu'on fait? Parce que ça fait des années que nous disons le gouvernement, la gouvernance, les politiques, mais nous voyons bien, nous avons conscience aujourd'hui que ça va peut-être pas bouger à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on fait pour contourner ça et pour continuer d'avancer? D'accord. Alors, quand on parle de gouvernance, c'est un mode de gestion. Non, ça peut être, c'est le mode de gestion qu'on estime qu'il y a un problème et qui devrait évoluer. Vous regardez l'Afrique, c'est pas une fatalité, hein. Vous regardez des pays comme le Botswana, ça fonctionne très bien. En termes de gouvernance politique, en termes de gouvernance économique, ça fonctionne très bien. Il y a des pays où la gouvernance fonctionne bien, mais c'est la minorité. Et dans les autres pays où la gouvernance ne fonctionne pas bien, c'est les choix qui ont été faits, les choix politiques. Le modèle politique fait qu'on se retrouve dans des systèmes de concentration de pouvoir. Donc évidemment, dans cette logique-là, vous ne pouvez pas avoir une gouvernance qui fonctionne. Donc changer, évidemment, c'est rentrer certainement dans la politique avec une nouvelle mentalité et avec un nouvel état d'esprit. C'est pourquoi on encourage les jeunes à rentrer dans cette arène-là et changer les mentalités. C'est une question de mindset. Parce qu'en réalité, dès que vous changez le système, les hommes et les femmes qui vont rentrer dans ce système vont s'adapter. Si aujourd'hui, il y a une séparation stricte de pouvoir entre les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs, et que cette séparation de pouvoir est respectée, oui, systématiquement, ça met en place une gouvernance qui crée un équilibre de pouvoir et un contrôle d'un pouvoir sur l'autre, dans les prérogatives de chaque pouvoir. Et c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas contourner, il n'y a pas à contourner. Il faut rectifier les choses. Il faut repenser nos modèles économiques. Maintenant, si on veut mettre une dose culturelle africaine, oui, pourquoi pas. Mais après, il faut choisir, en réalité, il faut choisir les modèles et les respecter. Tous les pays africains vous disent qu'ils sont dans la démocratie. La démocratie ne se limite pas à des élections. Et même quand ils font des élections, c'est jamais des bonnes, de toute façon. Donc, la démocratie, l'essence même de la démocratie, c'est ça. C'est contre-pouvoir, cette séparation de pouvoir, c'est la liberté d'expression, c'est le débat, c'est
Et toutes ces règles-là sont violées. Donc alors, soit les pays africains disent, écoutez, vous savez quoi, vos histoires de démocratie, nous, ça marche pas chez nous. Chez nous, c'est la chefferie. Il y a un chef, il commande tout, et puis on n'en parle pas. Mais au moins, c'est écrit dans votre constitution, et vous respectez ça. Donc tout le monde sait que c'est la chefferie. On ne vient pas parler de démocratie ici. Mais vous ne pouvez pas dire que vous faites de la démocratie alors que vous faites de la chefferie. Les Marocains sont très clairs. C'est la royauté. C'est un roi. Point barre. Pas d'élection. C'est un roi. Quand il part, son fils prend. Ainsi de suite. Donc, entendez-vous sur quelque chose et respectez les règles. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne respecte pas les règles qu'on établit nous-mêmes. Donc, choisissons un modèle qui nous convient. Ayons le courage d'imposer ça au reste du monde parce que c'est notre prérogative, c'est notre système, point barre. Si vous voulez pas, faites pas de business avec nous ou venez pas chez nous. Mais nous, c'est notre modèle et mais qu'on respecte nous-mêmes le modèle qu'on met en place. D'accord. Voilà. On va prendre la question de monsieur. Avant, d'accord. Après, Excellence, on va vous donner le micro. Bonjour à tous et à toutes. Merci voilà, pour M. Zézé et M. Alain. Ma question, c'est surtout, quel conseil est-ce que vous donnerez aux entreprises qui sont installées, pas en Afrique, mais plutôt ici, en Belgique, en France, dans l'Occident? Merci. Mais des conseils par rapport à quoi, en fait? Ouais, conseil par rapport, bien sûr, à la stratégie du développement. Bien Pour investir sûr. en Afrique? Voilà, l'Afrique, pour investir en Afrique. Ok. En fait. Alors, le premier conseil, c'est déjà de connaître l'environnement dans lequel vous voulez investir et de sortir des préjugés. Parce que, bon, évidemment, quand vous restez longtemps ici, vous finissez par penser, vous finissez par embrasser la culture d'ici et de penser comme les gens d'ici qui, pour la plupart, malheureusement, ont des idées préconçues sur le continent. Peut-être que les leaders africains prêtent le flanc. Hein, ça, je veux dire, je reconnais ça. Mais ceci dit, ce sont des idées préconçues. Mais comprenez que vous ne pouvez pas investir dans un endroit que vous ne connaissez pas. Non, à force de rester ici, vous le connaissez de moins en moins. Donc déjà, il faut rentrer en contact à nouveau avec le continent, aller rencontrer des gens. Faites-vous un réseau, parlez aux entrepreneurs qui sont sur place et identifiez des entrepreneurs qui viennent de la diaspora parce que vous avez certainement des choses en commun. Et voyez comment ils ont fait comment ils se sont adaptés sur le continent. Quand vous allez comprendre les codes, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile d'investir. Parce que sinon, vous allez investir avec vos codes d'ici et ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas le même environnement. Non. Et quand vous allez vous brûler les ailes une fois, vous allez dire, bah, je savais, le continent, il est pourri, pas besoin de repartir là-bas. Non, il n'est pas pourri. C'est comme quelqu'un du continent qui vient investir ici, il ne connaît pas les codes, il va se brûler les ailes. Est-ce qu'il dira que l'Europe, c'est pourri? Non. Et il faut sortir du jugement. Vous arrivez sur le continent, vous voulez faire du business, il faut comprendre les codes et faire le business selon les codes locaux. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que vous cherchez? C'est réussir votre business. Il y a bien des business là-bas qui réussissent quand même. Donc, ça veut dire que si vous appliquez bien les codes, certainement que vous allez réussir. Donc, on revient toujours à cette notion d'intelligence économique, donc qui vous permet déjà d'avoir la cartographie de risque, mais en même temps, ça suffit pas. Une fois que vous avez tous ces outils-là, il faut aller sur place pour pouvoir apprendre les codes et pouvoir investir. D'accord. Voilà. On va prendre la dernière question, Excellence. La dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps aussi. La dernière question. Alors, je vais aller très très vite. J'ai des amis comme toi hein, qui ont laissé 14 000 $, 15 000 $, dans les banques, dans les organismes financiers dans le monde, qui sont venus gagner, parce qu'ils ont choisi d'aller en Afrique, 3 000 $, 2 000 $ pour créer leur affaire. Et ça, c'est fondamental. Donc, en m'écoutant, j'espère que tous ceux qui m'écoutent vont prendre la même décision, parce qu'il s'agit de cela. Je voulais te poser la question suivante. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté lorsque vous avez décidé de vous poser en Afrique? Et comment vous vous êtes en sorti? En 2 mots, parce que ça va édifier les gens
Et ça permet de comprendre le mécanisme, comment on peut réussir en Afrique. Merci. Alors, là, on est en train de parler de retour sur le continent. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas né en France ni aux États-Unis. Je suis né en Afrique. Je suis venu en Europe. Donc, je suis venu à l'aventure. Je suis venu au collège, ensuite au lycée, mais je suis venu à l'aventure. C'est différent de ceux qui naissent ici et après qui ont du mal à retourner. Donc, pour moi, retourner, c'était même pas une question. Enfin, c'était pas une question de choix, c'était une évidence. Je finis mes études. L'idée, c'était même, je finis mes études, je rentre. Et je suis resté travailler. Donc, j'ai fini ici, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait d'autres diplômes, j'ai travaillé. Et donc, la décision de rentrer, enfin, c'était même pas une décision à polémique ou était sujet à discussion. C'est bon, je pense qu'il est temps de rentrer, là. Et je suis rentré. Donc, je ne suis pas rentré dans une logique de je dois me réadapter. Non. Enfin, je veux dire, dans ma tête, je suis africain, je finis, je rentre chez moi. Je n'ai pas à me réadapter. Mais c'est après plusieurs années, on est un peu déconnecté aussi du continent et des réalités. Évidemment, pour ceux qui partent jamais. Moi, j'y allais tout le temps. Mais c'est pas le même environnement. Quand vous partez en vacances et quand vous travaillez sur place, c'est pas la même chose. Non. Mais c'est-à-dire que moi, ça me pose un problème quand des Africains qui sont venus ici, des fois adultes, et après se posent des questions de comment ils vont se réadapter dans leur propre pays. Ça me pose un problème. Il faut qu'on soit sérieux. D'accord. C'est-à-dire que venir ici dire non, bon, ben, sérieusement, je crois que vous repartez, évidemment, peut-être qu'il y a des habitudes que vous avez embrassées ici. Comme je dis, vous embrassez la culture ici, vous êtes imbibé par cette nouvelle culture. Oui, j'entends bien. Vous avez une façon de vivre. Donc, quand vous repartez, il y a des choses qui vont vous gêner. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans des cultures où les gens sont toujours à l'heure. Donc, vous allez repartir au pays, ça vous posera problème parce que les gens ne sont pas à l'heure. Mais quand vous étiez là-bas, ça ne vous dérangeait pas parce que vous-même, vous n'étiez peut-être pas à l'heure. OK? Mais donc, il y a des ajustements que vous allez faire, mais je dis, ce n'est pas catastrophique. Et d'ailleurs, ce que je dis toujours aux gens de la diaspora, si vous estimez que c'est une best practice, justement, quand vous venez suggérer cette best practice. Venez pas critiquer les gens. Franchement, votre culture ne les intéresse pas. Ne venez pas les critiquer. Venez leur suggérer. Vous dites, écoutez, vous avez l'habitude de faire ça. Voilà les résultats. Vous voyez que ça peut être faible. Moi, je vous suggère d'essayer plutôt comme ça et on verra les résultats. Et quand ils vont essayer, ils vont voir que ce que vous suggérez comme best practice fonctionne mieux que ce qu'ils faisaient, c'est pas des idiots. Bien sûr qu'ils embrasseront ce que vous avez suggéré. Mais si vous venez et dire, mais ce que vous faites ici, c'est n'importe quoi. Nous, on sait mieux, on vient de Belgique. Ils vont me dire, mais retourne en Belgique alors. D'accord. Alors, déjà, on est en train de chuter. On a l'épineuse question de l'apport de la diaspora au sein de l'économie africaine. Pour vous, comment est-ce que, de façon très concrète, la diaspora, vous étiez en train de parler de ça, comment est-ce que, de façon très concrète, la diaspora peut apporter son appui ou son aide à l'économie africaine, aux entreprises, aux pays, etc. Avant de vous laisser conclure. Alors, je pense que les gens de la diaspora se plaignent souvent de dire les pays africains ne font pas appel à nous, on a un potentiel, on a des choses à apporter, les gouvernements ne nous consultent pas. Mais vous n'avez jamais posé la question de pourquoi ils ne vous consultent pas? Peut-être que pour eux, vous ne représentez rien du tout, tout simplement. Vous représentez certainement quelque chose, mais peut-être pour eux, rien. Pourquoi? Moi, je vous dis ce que vous pouvez représenter pour ces pays-là. Deux choses. Si vous avez le pouvoir économique et le pouvoir politique. Le pouvoir économique, ce n'est pas les 1 000 euros, les 100 euros, les 200 euros que vous envoyez à vos cousins et tout ça, et après vous allez calculer ça et dire la diaspora fait venir 80 milliards d'euros par an. Mais quel est l'impact? L'impact économique, il est nul, zéro. L'impact social, il est très grand. Parce que vous aidez les familles et tout ça, ça a un vrai impact social, mais ça a zéro impact économique en réalité. Les deux choses que vous pouvez faire, l'impact économique, c'est de dire, aujourd'hui nous sommes la diaspora, nous allons commencer à créer des fonds d'investissement de la diaspora. Des fonds d'investissement où nous allons tous pitcher, ok, et avoir de gros fonds et aller acheter des obligations d'État.
dans les pays, dans différents pays. On achète les obligations d'État. Donc, vous financez l'économie des États à travers les obligations d'État et les bons du Trésor. Oui, à ce moment-là, les pays feront attention à ce que vous dites ou à ce que vous voulez et comment vous voulez qu'ils fassent les choses. Ils vous écouteront parce que justement, vous avez un impact direct. La deuxième chose, avec vos fonds, vous pouvez investir dans les PME, mais directement. Les PME ont un vrai problème d'accès au financement et ont un vrai problème de renforcement des capacités. Donc, puisque vous avez les best practices, si en plus vous avez des fonds d'investissement, que vous investissez directement dans les PME, vous prenez le même risque que ces PME, donc vous allez rentrer dans la gouvernance, vous allez aider à la gouvernance, ouvrir certainement des réseaux, aider dans la gestion, aider dans le contrôle. Et à la fin de la journée, on aura des PME qui deviennent de plus en plus solides. Évidemment, c'est ce qu'on recherche pour le développement. Donc, économiquement, voilà comment je pense que vous pouvez contribuer. Politiquement, vous êtes, on va prendre la Belgique. En Belgique, je suis sûr que tous les afro-descendants qui sont ici, qui ont la nationalité, sont un nombre assez important, donc peuvent représenter un pouvoir politique énorme à travers les votes. On va dire, vous êtes, laissez 1,5 million. 1,5 million de voix, ça fait une différence aux élections présidentielles dans un pays. Donc, si vous êtes dans une logique d'association de la diaspora, même si dans beaucoup de pays européens, ils disent qu'il ne faut pas être communautaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais si vous êtes dans cette logique de voter de la même façon, ça veut dire qu'en réalité, vous représentez 1,5 million de votes à chaque élection présidentielle. Donc vous pouvez décider qui est président dans le pays et qui ne l'est pas. Ce que ça veut dire, c'est que vos leaders, ils seront invités chaque semaine à déjeuner, soit à la présidence ou à la primature, c'est selon le modèle du pays. Pourquoi? Parce que vous pouvez décider qui dirige le pays. Parce que vous êtes juste 1,5 million de personnes qui votent dans la même direction. Et voilà comment vous représentez un pouvoir politique. Et à ce moment-là, les pays africains, dont certains sont hautement influencés par les pays européens, vont dealer avec vous, parce que vous pouvez décider qui est président ici ou qui n'est pas président, et donc vous avez un impact politique très fort. Voilà les deux raisons pour lesquelles les pays africains en général et les leaders africains s'intéresseraient à ce que vous pouvez représenter. D'accord. Voilà. DG, pour conclure, vous étiez à la première édition du Let's Talk Best Business à Paris. Vous êtes là aujourd'hui pour la première en Belgique. Votre mot de fin est pour vous, pourquoi est-ce qu'on devait multiplier ce type d'événement-là? Un mot de fin sur la journée d'aujourd'hui. Ok, alors déjà je voulais te remercier, Anna, te féliciter et remercier tout le monde. Je vois qu'il y a du monde. Merci, et ça montre bien que Alain et Sheila avaient raison d'organiser cette plateforme-là. Je crois que ce que ça montre déjà, ça montre la prise de conscience des Africains de s'intéresser à ce qu'ils font les uns les autres. Parce que là, c'est une plateforme pour venir parler business. Donc, B2B, chacun discuterait avec chacun pour savoir ce que les autres font. C'est vraiment la première étape. La première étape, c'est de s'intéresser déjà à ce que les uns et les autres font. Et la deuxième étape, à travers ça, ce serait de vouloir travailler les uns avec les autres. Ce qu'on ne sait pas très bien faire sur le continent. Donc, avoir des plateformes aujourd'hui comme celle-là, qui encouragent cette prise de conscience de se parler et de travailler ensemble, est extraordinaire. Parce que je voulais rappeler que les problématiques des Africains, ce sont les Africains qui vont les régler. C'est la responsabilité des Africains, c'est la responsabilité de personne d'autre. Si les autres veulent accompagner, tant mieux, mais il faut déjà que les Africains eux-mêmes prennent la responsabilité de discuter, débattre leurs problématiques et de les résoudre, trouver des solutions. On ne débat pas, on ne cherche pas à trouver des solutions à nos problématiques contre les autres. Non, on le fait pour nous. Et donc des plateformes comme celle-là sont extraordinaires. C'est pourquoi, systématiquement, quand tu me demandes de venir, je viens. C'est pas que j'ai rien d'autre à faire en ce moment. Non, c'est que pour moi, ça fait partie de ce que je pense que je devrais faire, justement, comme contributeur. Et vous le faites très bien, d'ailleurs. Merci. J'aimerais qu'on puisse ovationner M. Fondou. Merci. Et donc, je suis très, très, très content de cette journée, très satisfait. Je n'attendais pas moins. Je ne pensais pas que ça allait être différent de toute façon.
Et j'ai échangé avec beaucoup de personnes très intéressantes, très intelligentes et qui ont une vision qui est très claire de ce qu'elles font. Et moi, je suis de plus en plus content de voir cette diaspora qui s'intéresse de plus en plus au continent, qui veut en savoir plus, qui veut faire plus, qui veut investir et s'investir, mais qui veut comprendre comment ça fonctionne. Et je crois que nous qui sommes rentrés et qui vivons sur le continent, qui faisons des choses qui fonctionnent très bien, nous avons compris les codes et nous pensons que venir à ces conférences représente pour nous une obligation morale, parce que nous servons finalement de liaison entre vous, qui êtes encore là, et ceux qui sont là-bas, qui sont jamais venus. Comme nous sommes venus et repartis, nous servons de liaison, et c'est extrêmement important qu'on participe à ces conférences, à ces débats, pour justement permettre de créer ce lien-là. Donc, moi, je félicite tous ceux qui organisent des plateformes comme ça pour encourager de plus en plus la diaspora. Et je suis certain que au bout de la 5e édition, on aura besoin d'une salle 6, 7, 8 fois plus grande que celle-là. En tout cas, merci d'être venu. On s'est dit donc rendez-vous le 12 avril 2024 avec M. Jean Lubion, Salif Traoré à Salfo. Et il y aura aussi M. Mossadegh Bali, qui est le président directeur général des hôtels Azalai en Afrique. Et éventuellement Didier Drogba. Yeah. Word up. Bon, Aaron, j'espère que tu as l'image, c'est bon? Ok, bon, ben, voilà. Merci beaucoup, M. Zézé.